On sait que la France, surtout, a de la difficulté à laisser partir ses anciennes colonies. Et on sait comment elle se bat un bec et ongle pour rester, pour garder l'hégémonie. Alors, est-ce que l'atmosphère politique chez toi te permet de croire que ça va être une lutte facile pour sortir, déjà la France et avec toutes les bases que tu as énumérées? Moi, je savais même pas qu'il y avait aussi le Japon qui avait solidement mis et pignon sur rue. Donc, est-ce que la manière que tu vois les choses se dessiner, tu penses que ça va être facile, que vous avez les ingrédients, les outils nécessaires pour justement les sortir si toutefois vous arrivez au pouvoir? Déjà, il faut savoir, Manzi, vous serez d'accord avec moi, qu'aucune lutte de tout temps n'a été facile et que dans chaque changement qui a été ramené, on va dire, dans toutes les sociétés mondiales, il a fallu qu'une petite minorité prenne conscience et décide de prendre ses responsabilités. Donc, ça va pas être facile. Nous sommes conscients que ça va pas du tout être facile. Voyons, comme tu viens de le dire, qu'elle se bat avec les griffes pour rester en Afrique. Nous avons, par exemple, en décembre, je pense, 2024, le président français était de passage à Djibouti pour Noël. Il était passé à Djibouti. Il avait dit que ce qui se passait en Afrique et avec l'AES et avec tous les pays africains qui leur avait demandé de quitter, il avait dit que Djibouti était particulière. Donc, nous avons rigolé parce que Djibouti était tout aussi africaine que le reste du continent. Nous voyons qu'ils sont là pour leurs intérêts et il avait aussi souligné le fait que ce serait depuis Djibouti qu'ils pourraient se redéployer et mener leurs opérations sur le continent africain. Honneur, respect, mes chers amours. Merci d'être là. Merci de vous joindre à nous pour une autre émission. Alors, aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune politicien du mouvement Harbist qui va nous parler de son pays, de son beau pays qui est le Djibouti. Je connais beaucoup d'amis qui vivent ici à Ottawa-Gatineau et qui, certains d'entre eux, ont laissé aussi pour aller apporter leur soutien à leurs concitoyens, concitoyennes là-bas. Alors, lui, il s'inscrit dans un courant panafricain souverainiste avec son mouvement Harbist. Il est parachutiste de la garde républicaine, donc il a reçu une formation militaire. Il est pilote de ligne qu'il a étudié au Canada. Il a fait aussi des études de droit, des études en résolution de conflits à l'Université Saint-Paul qui se trouve aussi à Ottawa et le Canada. Et il a étudié aussi, donc il a eu un bac +5 en développement des organisations et innovation sociale. Donc on le reçoit aujourd'hui pour nous parler de politique, pour nous parler de son cheminement politique et aussi des prochaines élections à venir en avril 2026 comme plusieurs autres pays africains. Alors on va l'accueillir. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps parce qu'on en a beaucoup à se dire et on espère que l'entrevue va vraiment capter votre attention. On a eu quelques problèmes techniques, tant bien que mal, on a essayé de faire le maximum, donc soyez indulgents et restez vraiment sur le fond plutôt que la forme. Alors, à tout à l'heure. Bonne écoute. Bonne écoute. Alors, j'ai le plaisir et vraiment l'honneur parce que il est jeune, c'est un politique, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Et donc, on va l'accueillir pour parler de son pays natal, de politique, du mouvement panafricain, comment il le perçoit, comment il l'intègre dans sa vision politique. Mais avant de faire ça, je veux vraiment entamer notre entretien avec un extrait du discours qui a été lu et porté par notre cher Mahamoud Harbi Farah. Et c'est lui qui est le père spirituel de ce parti politique. Et je vais vous lire parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas nécessairement ce beau pays, ce qu'il mange en hiver, comme on dit ici. J'adore cette expression, vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, je vais juste lire un extrait. Monsieur Farah dit, la France est chez nous depuis plus de 80 ans. Elle n'a pas construit un hôpital pour nous. Sachez que la France, qui devant vous paraît grande, n'est que le dernier des pays de ce monde. Elle veut nous entraîner avec elle. Si vous la suivez, les Français violeront vos femmes de force. Vous aurez des enfants mulâtres. C'était ses propos à l'époque. Il a eu ses raisons de parler ainsi. Et on va en savoir plus de ce pays-là, de ce qui se passe et pourquoi on devrait s'intéresser en tant que frères et sœurs qui vivent de partout dans le monde et surtout des panafricains et panafricaines. En 1946, un jeune inconnu originaire de la ville d'Ali Sabiye, Mahamoud Harbi, fonde le club de la jeunesse somalie et afar et Sierra
deviendra de facto concurrent au club de la jeunesse arabe fondé par Saïd Ali Koubesh. Parmi les membres du club figurent notamment Hassan Gouled Abtidon, Mohamed Kamil et Ali Aref Burhan. Dès lors, Mohamed Harbi, âgé seulement de 21 ans, dominera durant 10 ans la vie politique locale et son club marque profondément le destin du territoire. Mahmoud Harbi nourrissait un destin beaucoup plus ambitieux encore avec la proclamation prochaine de l'indépendance de la Somalie italienne et anglaise en 1960. Harbi caresse le rêve de libérer Djibouti dès 1958 et négocie en position de force pour le leadership politique de la future Grande Somalie qui réunirait les trois ensembles somaliennes, c'est-à-dire italienne, anglaise et française. Alors, c'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui notre cher invité et je ne vais pas vous faire trop attendre. Alors, comment ça va, Zakaria? Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette très belle introduction en matière. Donc, je suis très content aujourd'hui d'être sur votre chaîne et merci encore pour l'invitation et j'espère que cette discussion, comme tu l'as dit en coulisses, sera comme toutes les autres parce que nous avons pris le temps de regarder vos interviews précédentes. Donc, voilà, nous sommes très contents d'être là et très content de pouvoir partager une vision du panafricanisme du Djibouti et nous avons hâte de commencer. Donc, merci beaucoup encore, Manzi. Alors voilà, vous allez voir, comme je l'ai toujours dit, on va se tutoyer et vice-versa. C'est une communication entre frères, entre sœurs, donc sans trop à l'aise, on va se parler comme il faut parce que ce sont des réalités que nous devons vraiment mieux appréhender parce que il y va de nos situations sociopolitiques et partout où nous sommes, mais on sait que c'est presque les mêmes choses, les mêmes réalités en tant que pays qui ont été colonisés par des Yamnaya. Alors, Zakaria, peux-tu nous situer un petit peu le Djibouti? Quel est son système politique? Qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui de ce pays-là et du fait que vous pensez à la souveraineté et tout ce qui pourrait éventuellement vous amener vers la capacité de décider pour vous et par vous-même? Merci beaucoup. Pour nous, c'est une très belle occasion de pouvoir donner notre point de vue parce que Djibouti, normalement, lorsqu'elle est présentée par des médias mainstream hors africains, on nous présente comme une espèce de garnison, comme une espèce de caserne militaire. Donc, c'est bien aussi de nous donner l'occasion de donner notre point de vue. Donc, Djibouti, déjà, c'est un tout petit pays qui se trouve dans la corne de l'Afrique, entouré par l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. Donc, nous sommes littéralement sur la mer Rouge et c'est un tout petit pays de 23 200 km², habité par à peu près, selon les dernières statistiques l'année dernière, par 1 million d'âmes. Politiquement, nous sommes indépendants depuis 1977, exactement le 27 juin 1977. Nous avons depuis connu que deux présidents et le premier président a régné en maître depuis dès l'année en 1999 et depuis 1999, nous sommes sous le règne d'un autre président qui, voilà quoi, comme un peu les autres présidents en Afrique, règne et dirige. Donc, c'est exactement ça. La paix à Djibouti. Djibouti est vue comme une espèce de havre de paix dans une région certes tourmentée. Nous avons d'un côté la Somalie qui, depuis la chute du régime militaire de monsieur Ziad Barre, Allah yarhamou, et traverse une crise complètement inhumaine avec des attaques terroristes, etc., etc. Et d'un autre côté, nous avons ce qu'eux, les médias mainstream, présentent comme l'Érythrée comme un pays instable. Mais pour nous, l'Érythrée n'est pas un pays instable, c'est un pays qui est stable et qui décide de son avenir. Donc voilà un peu Djibouti. Nous sommes situés dans une zone à risque, dans une zone très perturbée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la paix, comme le disait Martin Luther King, ce n'est pas l'absence de violence, mais plutôt la présence de justice. Donc si on regarde les choses sous cet angle de Martin Luther King, par exemple, nous comprendrons que la paix à Djibouti est complètement, c'est juste un mot en fait, parce que la justice n'y est pas. Voilà, merci beaucoup. Alors c'est ça, est-ce que c'est à cause de ces problématiques-là au niveau socio-économique qui fait en sorte que tu t'es lancé en politique, créer un parti qui se veut un courant panafricain souverainiste? Exactement. En fait, il faut ajouter à cela que Djibouti est devenu littéralement une caserne à ciel ouvert. Nous avons la présence de plusieurs bases militaires, celle française qui est là depuis bien avant la colonisation et donc est restée sur le continent et à Djibouti. Nous avons ensuite eu les Américains, nous avons eu les Italiens, je pense avec la force Atalante, les Allemands, etc., etc. Nous avons aussi eu les Japonais et plus tard dans le temps, nous avons eu une présence militaire chinoise aussi qui a ouvert une base à Djibouti.
Donc, pour nous, en tant que souverainistes, nous jugeons ces présences-là sur le continent africain, surtout dans une époque où l'Afrique et l'Africain en général veut se réaffirmer. Nous jugeons cela un peu étouffant en présence. Nous avons dit dans notre programme que nous allons bien sûr réévaluer tout ça, réexaminer tous les dossiers, parce qu'il faut savoir que tous ces contrats qui sont signés en notre nom ne sont pas connus, sont connus que d'un seul homme, celui qui dirige le pays et de ses plus proches, on va dire, collaborateurs. Donc, c'est dans un contexte, nous sommes en fait, le mouvement Harbi est venu dans un contexte un peu particulier. Nous nous sommes lancés en politique parce que nous avons jugé que la scène politique à Djibouti, que ce soit ceux qui règnent, c'est-à-dire le parti au pouvoir, les RPP, ou ceux de l'opposition, nous avons jugé qu'ils ne parlaient pas des questions fondamentales. Et au lieu de nous mordre et de juste critiquer ce qu'il y a sur la place et juste être spectateurs, nous avons décidé, en tant que jeunes, d'être acteurs de cela, de créer notre propre mouvement, parce que nous sommes conscients qu'un peu comme un peu partout en Afrique, nous avons eu, certes, les indépendances politiques, c'est-à-dire faire en sorte que cette indépendance soit pleine et entière. Donc maintenant, il s'agit de voir réellement une réelle souveraineté, c'est-à-dire économique, militaire, politique, mais aussi culturelle et culturelle aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes lancés. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de ne pas être spectateurs de ce qui décide de notre vie, c'est-à-dire la politique. La politique, c'est pas quelque chose d'élitiste, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur ou éviter. C'est elle qui régit notre vie, c'est elle qui régit si aujourd'hui, par exemple, à Djibouti, les gens vivent pour la quasi-majorité sous le seuil de la pauvreté. Donc il s'agit de rentrer et d'échanger les choses. Donc c'est pour ça que nous sommes rentrés en politique. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, comment la population, la jeunesse djiboutienne reçoit ce message-là, reçoit ce discours de souveraineté et surtout l'idée que il doit y avoir des passations aussi qui permettraient des changements aussi criants au sein de la population. Et c'est intergénérationnel, c'est par génération. Par exemple, pour ce qui est des jeunes, nous sommes très ravis de voir que les jeunes djiboutiens s'intéressent à la politique, surtout panafricaine, et qu'ils regardent ce qui se passe un peu en Afrique avec les réseaux sociaux qui ont été, pour nous, en tout cas africains et pour nous du Sud en général, qui ont servi de soupapes et qui nous ont ouvert sur le monde. Donc, ils suivent de très près ce qui se passe au Burkina Faso, ils suivent de très près ce qui se passe au Mali, au Niger, etc., donc dans l'AES de manière générale. Donc, pour ce qui est de la jeunesse djiboutienne comprend les enjeux. Elle sait où sont les enjeux, elle sait quels sont les défis à relever, mais il faudra bien sûr, et nous sommes en train de faire ça sur le terrain, il faudra faire un travail il faudra aider tout ça. Donc, nous sommes en train de faire ça, mais ne vous inquiétez pas, la jeunesse djiboutienne est comme un peu partout la jeunesse africaine. Ils sont conscients des enjeux, ils savent où sont les uns et les autres, quels sont les intérêts, nos intérêts versus les intérêts occidentaux, etc., etc. Donc, elle est branchée, on va dire, Menzé. Mais justement, parce qu'on sait que la France, surtout, a de la difficulté à laisser partir ses anciennes colonies, et on sait comment elle se bat un bec et ongle pour rester, pour garder l'hégémonie. Alors, est-ce que l'atmosphère politique et chez toi te permet de croire que ça va être une lutte facile pour sortir, déjà la France et avec toutes les bases que tu as énumérées? Moi, je savais même pas qu'il y avait aussi le Japon qui avait solidement mis et pignon sur rue. Donc, est-ce que la manière que tu vois les choses se dessiner, tu penses que ça va être facile, que vous avez les ingrédients, les outils nécessaires pour justement les sortir si toutefois vous arrivez au pouvoir? Déjà, il faut savoir, Manzi, vous serez d'accord avec moi, qu'aucune lutte de tout temps n'a été facile et que dans chaque changement qui a été ramené, on va dire, dans toutes les sociétés mondiales, il a fallu qu'une petite minorité prenne conscience et décide de prendre ses responsabilités. Donc, ça va pas être facile. Nous sommes conscients que ça va pas du tout être facile. Voyons, comme tu viens de le dire, qu'elle se bat avec les griffes pour rester en Afrique. Nous avons, par exemple, en décembre, je pense, 2024, le président français était de passage à Djibouti pour Noël. Il était passé à Djibouti. Il avait dit que ce qui se passait en Afrique et avec l'AES et avec tous les pays africains qui leur avait demandé de quitter, il avait dit que Djibouti était particulière. Donc, nous avons rigolé parce que Djibouti était tout aussi africaine que le reste du continent. Nous voyons qu'ils sont là pour leurs intérêts et il avait aussi souligné le fait que ce serait depuis Djibouti qu'ils pourraient se redéployer et mener leurs opérations sur le continent africain. Donc, je pense que nous, jeunes Djiboutiens, n'acceptons pas que ce soit depuis notre sol, que ces entreprises soient menées soit contre le Sahel, l'AES au Sahel, ou soit contre tout autre pays africain. Donc, ça va pas être facile, Manzi, nous le savons, mais nous sommes, comme le disait un peu Frantz Fanon, nous sommes une génération qui a pris conscience de sa mission
au lieu de la trahir, a décidé de la mener. Donc ça va pas être facile, ça va être une bataille de longue haleine, mais comme toutes les batailles, elle doit être menée et elle va être menée aussi depuis Djibouti, Menzé. Exactement. Donc, on sait que les batailles, les combats ne sont pas faciles, surtout lorsqu'il y a des enjeux tout aussi importants. On parle de richesse, on parle de richesse humaine, on parle de richesse naturelle. Donc, c'est sûr que les anciens colons ne vont pas rester là tranquillement et vous attendre. Mais maintenant, en termes des élections, quand auront lieu les élections chez vous? Aussi, les élections, ça va se passer en avril 2026. Ça va être une élection qui va être, encore une fois, très difficile parce que le parti au pouvoir va faire des siennes et va continuer à faire ce qu'il a fait depuis 1999. Mais nous estimons que, parce que pour la majorité de l'opposition à Djibouti, on a de l'ancienne opposition, ils ont toujours mis le curseur en disant que quand il n'y avait pas de CENI, c'est-à-dire les conseils électoraux, etc., national indépendant, ils ne participeraient pas. Donc nous jugeons en tant que mouvement harbiste, nous avons dit, on peut comprendre que l'opposition boycotte une élection pour des raisons stratégiques, pour pouvoir se redéployer et repartir plus fort. Mais ériger la politique de la chaise vide comme un système qui va perdurer dans le temps, ce n'est pas la bonne solution pour nous. Donc nous avons décidé d'être là sur le terrain, de faire ce que nous devons faire, conscientiser les Djiboutiens et d'aller aux élections, de faire en sorte que cette élection soit différente des autres. Les Djiboutiens sont conscients, Menzé, que cette élection c'est pas une élection normale, pas une élection comme toute autre élection où on va juste partir au bureau de vote et on va voter. Ils savent qu'il y va de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants et nous comptons sur ça et nous allons continuer à les conscientiser, à leur parler et à surtout faire en sorte qu'ils comprennent et qu'ils reçoivent le message. C'est difficile à Djibouti parce qu'il n'y a qu'une seule organe de presse, la RTD. Il y a une seule organe de presse écrite, la Nation, qui est contrôlée, les deux sont contrôlés par le gouvernement en place. Mais heureusement pour nous, nous arrivons à un moment où les réseaux sociaux sont là, même si Facebook et TikTok sont fermés à Djibouti et qu'il faut utiliser des VPN, etc. pour pouvoir se connecter. Nous allons profiter de ces réseaux sociaux pour passer le message. Et d'ailleurs, c'est les réseaux sociaux qui sont les plus puissants. La télé traditionnelle, on va dire, elle est complètement caduque aujourd'hui. Heureusement, parce que ça permet maintenant d'avoir d'autres sons de cloche et comprendre mieux les enjeux politiques. Alors, dans une atmosphère telle qu'elle est, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement avoir cette visibilité auprès de la population djiboutienne pour ces élections-là? Oui, par rapport à la visibilité, par rapport à ça, nous comptons bien sûr énormément, et c'est un travail que le mouvement harbiste fait de manière continue sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents tant quoi sur TikTok et sur Facebook, mais un peu moins sur YouTube. Nous allons aussi nous redéployer aussi sur YouTube. Nous allons utiliser les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, c'est le lieu de rencontre préféré des jeunes. Je pense que c'est un excellent moyen de rentrer dans les maisons des gens et de pouvoir leur passer un message très important qui est celui de la souveraineté, parce que la souveraineté, elle porte en elle la dignité. Et je pense qu'en Afrique, nous avons besoin de cette souveraineté pour être digne, pour pouvoir être un peuple digne au sein d'un monde qui chacun chasse cette dignité, chacun tient vraiment à cœur cette dignité. Nous sommes les seuls qui laissons les autres marcher sur notre dignité et je pense que il est venu le temps de pouvoir relever la tête, bomber les torses et dire que voilà, nous sommes là aussi et nous allons bien sûr être en bon terme avec ceux qui veulent être en bon terme avec nous et refuser ceux qui sont là avec leur méthode dépassée, on va dire. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour, en fait, de façon concrète, pour ce changement-là? Parce qu'on sait que lorsqu'on est en dehors de la scène politique ou des décisions, on peut avoir une certaine posture qui sera probablement modifiée lorsqu'on obtient le pouvoir. Quelles sont les garanties, en fait, de ce que vous savez pertinemment, vous serez probablement être en pouvoir de faire? On parle de changement. Quels sont ces changements sociaux que vous voulez, d'entrée de jeu, porter à la politique djiboutienne? C'est vrai, il y a toujours eu des promesses en politique et ces promesses, une fois arrivées au pouvoir, sont sorties par la fenêtre parce qu'on ne les a jamais vues se concrétiser. Ça, c'est une réalité. Et nous sommes victimes aussi tous. Et ça, c'est la politique, on va dire, partout dans le monde. Ils sont tous comme ça et ils font tout ça. Donc maintenant, pour nous, la différence, c'est que nous, à la différence de tous, nous avons écrit un programme politique et nous avons dit qu'il était nécessaire pour nous, en tant qu'Africains et en tant que Djiboutiens, de revenir d'abord à nos valeurs endogènes et pouvoir changer ce paradigme parce que nous sommes depuis assez longtemps utilisant des systèmes qui ne sont pas les nôtres. Nous avons dit qu'il fallait repenser cela. Nous avons aussi dit que cette manière de faire la politique qui est pour le coup quasiment africaine, c'est-à-dire la politique du bling-bling où il faut gagner, le président gagne autant, il a autant de privilèges, les ministres gagnent autant, ils ont autant de privilèges, chauffeurs, etc. Nous avons dit qu'il fallait restreindre tout ça, pas par mesure d'austérité, mais
pour pouvoir redistribuer cela et donner cela à ceux qui, à des programmes qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, par exemple. Nous avons dit que nous allons rétablir la cantine parce que à Djibouti, beaucoup d'élèves vont à l'école le ventre vide. Et vous savez, Manzé, que c'est pas du tout le cadre idéal pour des enfants qui commencent leur journée le ventre vide. Et donc, nous avons parlé de beaucoup de programmes. Nous avons aussi parlé de, à Djibouti, par exemple, il n'y a aucune politique agricole. Il n'y a aucune politique agricole. Nous avons dit qu'il était vital d'attaquer ces champs-là, c'est-à-dire le côté agricole et de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire ou du moins essayer de produire quelque chose sur Djibouti, ce qui nous dépasse, ce que nous ne pouvons pas produire. Nous pouvons bien sûr dealer avec le monde, mais au moins garder ce secteur agricole sous contrôle. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne à l'époque, où parce que deux pays là-bas en Occident ou en Europe se sont battus, sont passés à ça, une catastrophe. Surtout en Afrique, hein. Il y avait des problèmes de céréales partout, mais l'Afrique était particulièrement touchée. Donc tout ça, ce n'est pas digne que d'attendre que d'autres fournissent jusqu'au blé. C'est pas du tout. Alors que nous avons aussi en Afrique des blés qui sont complètement africains. Nous avons le manioc, nous avons tout ça, alors que là, on nous a pieds et mains liés. Voilà, nous attendons les céréales typiquement viennent de l'extérieur, alors que nous pouvons produire nos propres céréales. Donc, nous parlons de souveraineté et cette souveraineté, elle n'est pas que, c'est pas juste par la parole, Manzé, c'est une souveraineté qui porte en son sein même à Djibouti, par exemple, je vais vous prendre un exemple. En Afrique, tout le monde se bat contre le franc CFA, tout en Afrique de l'Ouest. Et nous avons compris, grâce à des grands professeurs, comme le professeur Nicolas Gbou, etc., que le mécanisme du franc CFA, nous avons compris cela. Mais par exemple, à Djibouti, Manzé, nous utilisons ce qu'on appelle le franc Djibouti depuis 1949. Avant 1949, nous utilisions, comme le reste de l'Afrique dite francophone, nous utilisions le franc CFA. Mais depuis 49, nous avons changé de nom, ils ont appelé ça le franc Djibouti, depuis 49. Mais lorsqu'on regarde de près le mécanisme de cette monnaie, elle est quasiment identique au franc CFA. Par exemple, comme Agbou le disait, c'est une monnaie qui n'est pas de chez nous, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée ailleurs. C'est exactement le même cas à Djibouti. Il a dit qu'elle était convertie, elle était rattachée à une autre monnaie. Avant, c'était l'euro avec le franc CFA. À Djibouti, nous sommes rattachés au dollar. Il a dit que le transfert, le franc Djibouti ressemble typiquement au franc CFA. Nous avons une monnaie qui est très très forte comme le franc CFA, ce qui fait qu'elle agit en subvention. C'est comme si on subventionnait les importations parce que notre monnaie est tellement chère et qu'on taxait encore plus les exportations. Nous sommes un mouvement qui parlons de souveraineté, c'est-à-dire de pouvoir produire chez nous. Donc nous n'avons bien sûr pas intérêt à ce que notre monnaie soit rattachée à des monnaies fortes qui la rendent beaucoup plus forte, ce qui pénaliserait les producteurs à Djibouti. Donc nous avons dans les programmes que nous avons envoyés Manzé dit que nous mettrons en place un comité ad hoc qui se penchera sur cette question monétaire. Donc il s'agit de comprendre tous les aspects de la politique. C'est vrai que nous faisons des promesses aujourd'hui et que les Djiboutiens ou dans le monde, nous pourrions être amenés demain à changer. Mais ce n'est pas du tout notre point de vue. Nous sommes sincères dans ce que nous faisons. Nous sommes convaincus que cette voie que nous portons aujourd'hui, qui est celle de la souveraineté, du panafricanisme, est la voie pour l'Afrique de sortir de cette période que nous avons traversée, qui a été une période très, très difficile. Alors, justement, tu as vécu au Canada. Comment les gens de la famille l'ont reçu quand tu as décidé de laisser le Canada? Tu pourrais vivre là-bas. C'est le rêve africain de vivre à l'extérieur de leur pays. Alors, pourquoi décider, moi, je vais tout laisser là-bas, je retourne chez moi et puis je me lance. Comment la famille a reçu cette décision-là? Vous savez, et c'est vrai, hein, la famille a eu une place très importante dans la décision que j'ai prise et surtout, il a fallu beaucoup discuter, etc. Parce que, au-delà de juste quitter le Canada et de venir m'engager en politique dans mon pays, nous sommes, on va dire, le seul continent, je pense, où s'engager en politique est littéralement synonyme de risquer sa vie. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la famille, en tout cas ma famille, s'opposait, en tout cas au début, à essayer de me raisonner, etc., parce que s'engager en politique est synonyme de prendre des risques pour sa propre vie en Afrique. Et je pense qu'il nous faudra littéralement, et je pense que c'est une des missions de notre génération, de changer cela. La politique ne peut pas être synonyme d'assassinat ou d'arrestation, etc. Ce n'est pas normal. Donc, pour ce qui est de la famille, heureusement, Menzé, je m'y étais pris très, très en avance à essayer de mettre cette question à la table pour prendre le temps, littéralement, de discuter, de nous comprendre les uns les autres et de leur faire comprendre que c'est un choix, mais que ce choix était un choix qui, pour moi, était très important parce que il s'agit de notre population, il s'agit de notre peuple,
peuple, il s'agit de notre patrie, et que si chaque membre, chaque personne qui veut s'engager, on lui dit oh non, ne bouge pas, non, ne fais pas ça, etc., qui doit bouger? C'est une question qui est là, parce que chaque famille, ils disent avec à leur fille ou à leur garçon qui veut bouger, qui veut faire quelque chose, toutes les mamans disent oh non, fais pas ça, non, prends des risques, etc. Mais si on prend pas des risques, les choses ne vont pas changer. Donc c'est des choses que nous devons accepter, et parce que dans tout ce que nous faisons, toujours des risques, et il n'y a pas plus beau risque que de prendre des risques pour une cause qui est aussi noble que celle de sa patrie, de ses contrées qui nous sont chères. Waouh. Ah, ça, c'est de la musique à mon oreille, ça. Il n'y a pas meilleur risque, c'est vrai. Donc, pour les élections, comment ça se passe? Parce que moi, j'avais suivi de près les élections au Gabon, et de ce qu'on avait compris, le gouvernement avait barré une contrainte pour empêcher ou dissuader les OTAN. Est-ce que dans ton pays, ça se passe bien, qu'il n'y a pas ce genre-là et que ça roule tranquillement sans aucun... Non. Nous avons suivi de très près ce qui s'était passé au Gabon avec les dernières élections. Et ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Togo, ce qui se passe au Cameroun, c'est exactement ce qui se passe à Djibouti. Lorsqu'on est opposant et lorsqu'on porte sur ses épaules d'autres idées et d'autres aspirations, c'est toujours le parcours du combattant qu'il faut faire. Donc, nous sommes exactement dans les mêmes situations que les pays africains. Je pense que tout ça est fait pour dissuader, pour que les gens disent, OK, c'est très difficile, on arrête. Donc, pour nous, il n'était pas question d'arrêter. Nous savons que ce parcours de combattant, il est là. Nous sommes prêts à le faire et à le refaire s'il le faut. Ça va pas être facile, comme je le disais avant, mais nous espérons que nous aurons assez de force et que amener à pouvoir dépasser cela un jour, parce que c'est pas du tout normal que... Vous voyez un peu ce qui se passe en Afrique. À chaque fois qu'il y a des élections, et surtout dans beaucoup de pays africains, c'est synonyme d'arrestation, de meurtre, des gens qui sont mis en prison en masse, etc. Donc, c'est une culture que nous devons changer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous nous sommes engagés. Et pour pouvoir changer cela, je pense qu'il faut surtout ne pas lâcher. Donc, voilà, c'est exactement le même cas que le Gabon, le Cameroun, le Togo, avec tout ce qui se passe récemment aussi au Togo, hein. Donc, nous sommes dans la même problématique, des constitutions qui sont changées, des règles de jeu qui sont modifiées à la dernière minute. Nous vivons exactement la même chose, sauf que Djibouti, elle n'est pas juste très entendue, elle n'est pas très regardée en Afrique, parce que nous sommes un peu excentrés, tout seuls dans le monde d'Afrique à parler français. Donc, c'est pour ça que nous sommes un peu méconnus, mais nous avons exactement le même problème, Menzel. Donc, quelles sont les perspectives pour cette année 2026 avec ces élections-là? Comment prévoyez-vous faire ce lien de soutien, d'alliance avec les autres pays africains et surtout les panafricains qui vous regardent, qui essaient de bien comprendre la politique chez vous, pour pouvoir justement amener vers ce changement socio-politique que vous voulez avoir? Donc, avant de venir à Djibouti, nous avons fait une tournée africaine. Nous sommes passés par l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes passés par le Sénégal. Nous avons au Sénégal pu rencontrer des parlementaires. Nous avons pu rencontrer des cadres du parti PASTEF. Après, nous sommes partis au Mali. Nous avons pu rencontrer un collectif panafricain malien, Irolo, debout sur les remparts. Nous avons pu discuter avec eux. Nous avons pu participer à une rencontre panafricaine où il y avait, par exemple, des communistes ivoiriens, il y avait des Ghanéens qui sont venus, il y avait des Togolais, il y avait des Sud-Africains qui étaient là. Donc, ce que nous attendons de l'Afrique, c'est et des panafricains surtout, c'est qu'ils nous supportent, qu'ils gardent un œil sur ce qui se passe à Djibouti, parce que ce qui se passe à Djibouti n'est pas quelque chose d'isolé. Nous vivons exactement la même chose et nous avons fait ce tournée justement pour pouvoir faire ce pont entre l'Ouest et l'Est dans lesquels nous sommes et pouvoir créer ce lien, parce que les combats qui sont menés là-bas, par exemple pour nous avons conscience que ce qui se passe au Sahel, avec les États de l'Alliance du Sahel, pour nous, les États de l'Alliance du Sahel sont une ligne de défense stratégique. S'ils cèdent, c'est tout à fait qu'ils réparent en arrière. On va repartir de plusieurs siècles en arrière et on va être soumis, encore une fois. Donc, nous avons tous intérêt à ce que l'AES tienne et que d'autres puissent aussi se libérer. Donc, nous voulons créer ce pont, créer ce lien, créer une courroie de discussion avec eux et surtout, attirer l'attention de tout le monde panafricain sur les enjeux de ces élections qui arrivent et ne pas ignorer ce qui se passe à Djibouti. Nous avons passé ce message lors de notre tournée dans l'Afrique de l'Ouest. Nous voulions aussi aller au Burkina, mais malheureusement, la frontière était fermée pour quelques temps parce qu'il y avait eu une énième tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. C'était malheureux, il a fallu qu'on répare. Nous, si nous avons l'occasion de se représenter, nous irons
et nous retournerons là-bas. Donc, ce que nous voulons, c'est attirer l'attention de tout le monde panafricain sur ce qui se passe à Djibouti et regarder et suivre de très près. Pour ce qui est des dictatures, ce qu'ils aiment, c'est le vaclos, c'est le huis clos, c'est nous avoir isolés des uns des autres et ils n'aiment pas la lumière, en fait. Ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas attirer l'attention du monde extérieur. Et nous appelons le monde panafricain à ne pas laisser faire cela à Djibouti et de braquer littéralement le projecteur sur Djibouti et faire attention et suivre de très près sur ce qui se passe à Djibouti. Nous comprenons qu'à Djibouti, il y a depuis Mahmoud Harbi Farah, dont vous avez lu le dernier discours en 58, c'était à l'occasion du référendum de 58 d'ailleurs, et qu'il repose en paix là où il est. Depuis cette époque, il y avait une espèce de chape de plomb sur tout ce qui est panafricanisme, sur tout ce qui est souveraineté dans la politique à Djibouti. Nous sommes ceux qui avons repris ce flambeau-là. C'est nouveau, c'est tout nouveau. Le monde africain ne nous connaît pas encore. Nous avons pu tisser des liens, mais Manzi, si on nous entend, on aimerait leur dire que nous avons tenu la main et on attend leur main en retour aussi. Magnifique, magnifique. Alors, sur ce, je sais déjà, je te lance l'invitation pour une prochaine fois parce qu'on aura beaucoup à se dire. Et j'espère que gagner ou pas gagner les élections, malgré que je vous souhaite fortement de gagner ces élections-là, j'espère qu'on vous recevra et que vous allez nous contacter encore pour nous dire, écoute, Darlene, on se parle, on fait le point par rapport à ce qui s'est passé après les élections. Et puis, parce que comme tu as dit, il faut braquer les images et tous les projecteurs sur Djibouti parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans nos pays frères. C'est comme ça avec le support mutuel qu'on va y arriver parce que tous ces siècles d'esclavage, de néocolonialisme, en fait, ça porte encore les séquelles sur nos populations. Et sur ce, parce que je sais que il est très tard chez toi, je ne vais pas trop te garder, mais quels seraient tes propos de sagesse pour clore cet entretien-là qui se veut vraiment une introduction de plein d'autres conversations qu'on aura sur ton pays et sur la situation sociale. Donc, merci beaucoup et ça va se faire. Nous allons bien sûr revenir sur votre chaîne et pouvoir revenir discuter. Ça va être avec plaisir. Nous le disons, Manzi, ça c'est clair. Nous allons revenir. Pour ce qui est de ce qui se passe avec quel mot de la fin, je dirais que il y en a qui sont morts pour que nous puissions aujourd'hui dire que nous sommes des pays indépendants, même si ces indépendances ont été volées et que voilà ce qui s'est passé avec bien sûr toujours la complicité de certains de nôtres, hein, ça s'est jamais fait sans nous, mais il s'agit de mener notre combat et ce combat, il doit être mené par tous les enfants de l'Afrique, sans regarder les risques et tout ça. Je pense que nous sommes tous condamnés à mourir, hein. Nous savons tous que nous sommes tous condamnés à mourir, nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Certains se feront renverser par des voitures, d'autres vont, c'est minime, hein, mais d'autres vont être foudroyés par la foudre, etc. Mais d'autres aussi vont mourir la tête haute en essayant d'échanger les choses. Donc il suffit juste de choisir sa mort et ne pas avoir peur. Donc ce que nous disons, c'est que lorsque l'Afrique a connu la traite négrière, c'est qu'eux ont appelé la traite négrière et que ça avait frappé de plein fouet l'ouest de l'Afrique. Dans l'est de l'Afrique, nous avons aussi été frappés de plein fouet par la traite arabo-musulmane. Donc c'est celle-là qui nous a le plus atteint et nous a plus fait mal chez nous. Donc, mais ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, nous sommes encore debout. Et c'est ça qui est très beau. Par exemple, vous vivez au Canada, Manzi, et vous voyez où en sont les peuples autochtones, etc., etc. Nous avons vécu bien plus pire que ça, mais nous sommes encore debout. Et ça, je pense que c'est un signe. Hein. C'est un signe, c'est que l'Afrique, elle a été sujette à tout, on nous a tout fait, mais nous sommes encore debout. Et je pense que nous devons interpréter ces signes-là et nous devons comprendre que nous sommes là pour rester. Nous sommes les hommes originels, comme disait Chankota Diop, et nous allons rester après tout le monde. Donc, il suffit juste que cette génération dont nous faisons partie aujourd'hui prenne ses responsabilités pour que les générations futures puissent vivre. C'est juste ça. Il faudra que nous acceptions de souffrir aujourd'hui pour que nos enfants et nos arrière-petits-enfants puissent vivre dignement, lever la tête et marcher avec le reste du monde, mais dignement parce que voilà, les grands-pères, les grands-mères se sont sacrifiés et ont mené leur bataille. C'est ce que disait François Fanon, que chaque génération doit découvrir sa mission, la mener ou la trahir. Donc, il suffit de faire le choix et je pense que beaucoup d'Africains ont décidé de la mener et ça, c'est ce qui fait peur et ce qui aujourd'hui fait que l'Occident tremble. Et voilà, nous ne sommes pas là pour leur faire du mal, nous ne sommes pas là pour nous venger, etc., etc. C'est juste que nous voulons être dignes, vivre dignement et être respectés. C'est tout. Il faudra qu'ils comprennent cela aussi. Merci beaucoup, Manzi. Voilà, tu as tout dit. Vraiment, merci. Et on va continuer
de vous suivre. On va continuer aussi de relayer toutes les informations utiles en ce sens-là pour qu'on soit au courant de ce qui se passe en Djibouti et du déroulement des élections. Donc, pour nous partager toutes les informations pertinentes, je ferai de mon mieux de les propager parce que c'est notre rapport, c'est le soutien aussi que nous devons à nos frères et sœurs djiboutiens qui se battent pour garder leur dignité et continuer de vivre comme tout le monde. Alors encore merci beaucoup, chers frères Zakaria, et j'espère que les choses vont continuer à être positives et que vous allez vraiment vers quelque chose de beau pour votre pays et le peuple tout entier. Merci encore d'avoir été là. Merci, Manzi. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, donc je vais vous quitter comme d'hab avec ces mots. Et ces mots qui ont été prononcés au cinéma Odéon à la veille du référendum du 28 septembre 1958 par, comme nous avons dit, le père spirituel du mouvement arbiste. Et il a fini sur ces propos-là. Il dit, pauvres malheureux, pourquoi désirez-vous rester avec cette France? Sachez que ce n'est pas moi qui ai demandé l'indépendance à la France. C'est De Gaulle lui-même qui vous offre le choix entre l'esclavage et la liberté. Moi, j'ai choisi la liberté et je vous demande de voter non. Alors, chers frères, pourquoi ne pas saisir cette occasion unique? Pourquoi ne pas prendre cette liberté qui nous tombe du ciel? Mahmoud Harbi estime que l'heure est venue de prendre l'indépendance offerte par la France, car pour lui, une pareille occasion ne se reproduirait sans doute dès sitôt. En fait, et tout le monde est d'accord aujourd'hui sur ce point. Donc, c'était les propos du discours de Mahamoud Harbi Farah. Alors, c'est ça, ça a été un plaisir, comme vous avez constaté, de discuter avec le frère Zakaria Ahmed Al-Tiré. Donc, c'est un jeune, comme vous voyez, dynamique, qui veut voir le changement. Ben, on espère que ça va être ça et qu'il va rester dans cette ligne-là. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis comme d'hab du début jusqu'à la fin. Merci aussi de continuer à faire avancer la chaîne YouTube. Et on s'est rendu compte que l'algorithme ne fonctionne pas parce que malgré toutes les personnes qui nous appellent de par le monde pour nous faire savoir qu'ils ont écouté nos émissions, on a vu que ce n'est que 125, des fois 100, des fois 200 personnes, en fait, de vues qu'on voit. Mais nous savons que vous êtes beaucoup plus nombreux à nous suivre, à écouter l'émission et à partager les émissions. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne pour pouvoir dire au patron de YouTube que non, vous n'allez pas écraser la chaîne parce que on suit cette chaîne-là de très près. Alors, merci à vous tous et toutes. Merci de nous rester fidèles et merci de continuer à pousser le discours de souveraineté, de dignité entre les peuples, de fraternité entre les peuples. Comme je le dis souvent, la dignité, la justice n'a pas de couleur. Donc, c'est à nous maintenant de voir est-ce que on va rester debout entre nous et continuer de pousser cette lutte qui se veut une lutte humanitaire avant toute autre chose. Merci d'avoir été là. Comme d'hab, Kemedjam Palagé. Bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Voilà. Thank you.